plötzlich, unbedenklich, Spektrum. Ich muss Ihnen, wie gesagt, nicht vorstellen, Fefe. Bienvenue à la traduction de Fefe aujourd'hui sur le continuum utilisable et on n'a pas besoin d'y penser. Bonjour, ça fait plaisir que vous soyez là. C'est jour 2. Donc, alors il faut que je fasse un peu gaffe parce que l'an dernier j'en avais prévu un sur la minimisation de TCP, c'était un petit peu technique. Ce qu'on peut faire en tant que programmeur mais personne ne le voulait pas. Enfin, personne ne le voulait et je sais. Et, et donc je l'ai reproposé cette année et personne, je l'ai pas. Et donc et j'en ai proposé un deuxième juste pour montrer que je voulais pas les embêter. Et c'est la deuxième qui a été acceptée. Et donc il a fallu que je prévoie ça en vitesse. J'espère. Donc ça a été préparé très rapidement. J'espère que ça va quand même aider. Donc je vais simplement commencer. Il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. Donc ça a commencé dans ma carrière. J'ai décidé que je n'écrirai jamais de programme dont des vies dépendent. Donc par exemple des centrales nucléaires ou des choses pour la médecine. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui disait, qui programmait justement pour les centrales nucléaires, qui disait c'est pourtant bien sympa. Et tu prends machin et ensuite tu fais ça. Et si les gens qui font ça ne connaissent pas leur propre limite, c'est un petit peu problématique. Et donc bah oui, il y a des gens qui sont comme ça et bon voilà. Donc ce que je trouve problématique, c'est qu'on apprend la programmation de façon explorative. C'est pas quelque chose qu'on apprend d'un coup. On cherche les limites et donc par définition, on ne connaît pas encore les limites qu'on a. Donc, c'est-à-dire que les gens arrivent toujours à la limite, ils travaillent toujours à la limite. Quelqu'un qui écrit du logiciel, il va aussi loin qu'il pense qu'il peut aller. Et donc, c'est-à-dire qu'en conséquence, c'est généralement des trucs qui ne sont pas complètement compris, c'est juste les technologies que la personne vient de comprendre. Et c'est un petit peu le problème. Et ça va être encore renforcé parce que c'est une dépendance. Et donc il y a des modules des tiers qu'on apporte. Et donc on pense que le tiers sait ce qu'il fait. Sauf que c'est exactement des gens qui eux aussi travaillent de façon explorative. On peut aussi y penser lorsqu'on fait un Gedankenexperiment. Donc, quelqu'un a trouvé un moyen de mieux gérer la complexité, par exemple le modulariser. Donc, et on espère que le logiciel qu'on écrit avec, on le fait mieux. Et qu'est-ce qui se passe? Nous écrivons des logiciels qui sont encore plus gros, au lieu d'écrire des logiciels qui sont plus simples. Donc, je pense que c'est pas un problème de la programmation, c'est un problème avec les hommes. Et c'est la façon dont on a évolué, donc il faut qu'on apprenne à gérer ça. Et donc, je vais prendre j'ai une théorie que j'appelle la théorie des gradients. Donc, la thèse, c'est que les gens utilisent leur environnement comme un endroit à optimiser. Et donc, ils cherchent le meilleur point, un optimum. Et donc, quand on ne connaît pas l'environnement, on va chercher. Et donc on voit ça. Donc on voit ça, par exemple, lorsqu'il fait trop froid, on va au chauffage et puis on va régler le chauffage, pas vers juste ce qu'on veut avoir, mais vers super chaud. Et ça fonctionne aussi pour les voitures, ça fonctionne quand on a une carte, on va regarder jusqu'où est-ce que je peux aller avant de devoir tourner. Et on apprend, et donc on ignore le chemin jusque-là. Alors qu'il pourrait être très bien. C'est pareil pour le choix de la vitesse. On accélère jusqu'à ce qu'on se sente pas bien et ensuite on freine. Ou alors lorsqu'on cherche
dans un annuaire, on va chercher, on va ouvrir un endroit où on pense que ça va passer, et ensuite on recherche, on se rapproche. Sur une carte, ça va ressembler à ça. Donc, on cherche, on descend, on essaie de chercher le point le plus profond, par exemple. Mais dans certains moments, ça ne fonctionne pas. Donc, lorsque je ne peux pas revenir, et ça ne marche pas non plus lorsqu'il y a des endroits où on ne peut pas revenir. Et donc, ou lorsqu'on ne peut pas revenir, pour une raison, surtout dans les logiciels, ça existe. Et donc, ce sont des problèmes que les gens ont. Donc, lorsqu'on a comme 2 semaines d'abonnement d'essai, on oublie de se désabonner. Ou alors, la recherche, la dépendance au jeu. Et généralement, on a déjà suffisamment investi, on va pas arrêter maintenant. Donc, les gradients, la sécurité, ce n'est pas un gradient. Il n'y a pas de graduation. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème de la sécurité informatique. C'est que qu'on est allé trop loin, on s'en rend compte juste quand on a été hacké, et ça, on peut pas le faire en arrière. La compliquée, c'est un petit peu comme la sécurité, puisque c'est pareil. C'est pas graduel, mais même on pense qu'on a tout sous contrôle, jusqu'au moment où on n'est plus sous contrôle, mais parfois on remarque beaucoup plus tard. C'est par exemple rendre des données, c'est un pseudo-gradient, c'est aussi pareil, un pseudo-gradient. Quand on remarque qu'on a trop de données, c'est trop tard. Donc, la conclusion, c'est que la complexité, c'est méchant, et donc on est trop léger avec, et donc faut faire quelque chose contre. Lorsqu'on fait ça de façon professionnelle, on externalise. Donc, on va retrouver relativement peu de vieux développeurs. Donc ça, c'était la première pensée qui m'est ramenée. La deuxième, c'est le manifeste GNU. Bon, c'est pas du GNU bashing, mais c'est un bon exemple. Donc, c'est la première publication sur le GNU de Stallman qui disait on va faire du Unix et on va faire du Mac et on va faire tout ce qui est pratique. Et ça, c'est une phrase qui est horrible. C'est pratique pour qui? Ça veut dire quoi, cette partie-là? Et ça, c'est un problème que beaucoup de gens ont. Ah tiens, on pourrait faire ça en plus. Et donc, ce qui manque, c'est qu'il y a une correction. C'est-à-dire, et qu'on ne sait pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, ça, c'est le péché original qu'on a fait dans le développement. On l'a tous fait. Et on ne peut plus le corriger. C'est la seule façon de s'en débarrasser, c'est de balancer le module, tout arrêter, et puis de recommencer à zéro. Sauf que le logiciel, ça ne s'arrête pas. Je me suis aperçu, lorsqu'on parle de logiciel, la seule chose qui aide, c'est que les hommes meurent. Donc, et que justement, c'est quelque chose qui ne se passe pas. Et c'est une feature qui n'existe pas, et donc du coup, le logiciel, c'est pour toujours. On remarque aussi quand quelqu'un veut rajouter, donc, lorsqu'on essaie d'étendre le champ d'application d'un logiciel, est-ce qu'on va faire quelque chose on va résoudre un problème précis, ou est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose de plus général? Et on essaye à chaque fois de résoudre un problème générique. Et j'ai eu un moment où j'utilisais GDB, donc je l'ai appelé CLMT cette fois-ci, et c'était un checkout. Donc, dans mon propre web server, j'ai fait un GDB init. Donc, j'ai créé un fichier, c'est l'initialisation pour le GNU Debugger, donc, où on écrit tous les paramètres de ligne de commande. Et donc, voilà. Et donc, on fait ça. Et GDB a commencé à dire, ah ben non, ce fichier, je l'utilise pas, je veux pas. Parce qu'il existe dans un fichier que tu n'as pas donné comme étant libre. Et donc, ça, c'était un essai de GDB de corriger ça. Ils ont regardé que la configuration est suffisamment puissante que ça peut être un problème de sécurité. Et donc, du coup, il a essayé de verrouiller cette configuration. Et il a embêté plus de gens qu'ils auraient pu
qu'ils auraient pu faire ça de façon plus simple. Mais maintenant, c'est la première fois que j'ai vu ça, j'ai vraiment vu que c'était, bon, bah, ça fait bizarre. Donc la deuxième chose, c'était avec Vim. C'est un éditeur que j'utilise. Et on peut faire aussi rajouter des commentaires. Dans les 3 premières lignes, on peut changer la configuration. On peut, c'est prévu pour faire, tiens, j'ai un tab de 4. Sauf que le parseur pour ça, il avait un problème de sécurité et on pouvait créer un fichier qui exécutait un programme lorsqu'on l'ouvrait avec Vim. C'était pas fait pour, mais ça marchait quand même. Donc ça, c'est le problème. Donc je viens de gueuler contre la généralisation, mais maintenant on va généraliser sur ce problème. Euh, et donc un autre exemple qui est, nous avons un fichier CSV avec des tickets. Donc on va dire qu'elle ressemble à ça. Donc c'est du CSV. Et donc j'aimerais bien la somme du dernier fichier. Et donc je fais un cut. C'est du Unix, et donc il filtre. Donc la première, elle doit dégager. Ensuite, on veut faire une somme. Donc ensuite, on fait baisser. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y avait pas un, mais Fred? Donc, cut n'a pas de problème avec, tel n'a pas de problème, paste n'a pas de problème non plus, mais baisser n'aime pas ça. Donc, BC est programmable. Et donc, on pourrait faire la fonction Ackermann pour une révision. Ça pourrait prendre 1 heure avant de s'y vendre. Donc, cut, tail et paste n'ont pas de problème, mais BC peut être problématique. Mais, c'est pas suffisant. Il y a plusieurs façons d'être non menaçant. Donc, on va essayer. Donc un logiciel n'est pas dangereux lorsqu'il se comporte de façon prévue. Par exemple, SHA-256 ou VC. Donc, la sortie a un format connu. Donc, on peut prendre aussi AVK. Et dans AVK, j'ai pas de problème lorsqu'il y a Fred ou Phil. Mais il va pas interpréter la fonction. Ça fait mieux, mais est-ce que c'est pas dangereux? Et que on s'aperçoit que AVK n'est pas forcément pas dangereux, puisque je peux aussi écrire. C'est-à-dire le code que j'envoie, je peux aussi créer des fichiers. Et donc là, on aimerait aussi avoir cette différence. Dans l'industrie, c'est un gros problème, surtout dans l'industrie des jeux, de mettre donc des interpréteurs, donc de la business logic, dans leur jeu, des petits scripts, donc, pour pouvoir faire des scripts dans une nouvelle. Et donc un des interpréteurs préférés, c'est Lua. Et en fait, Lua est parfait puisqu'on ne peut rien faire avec, qui n'est pas débloqué. Et donc on peut rajouter l'IA, mais c'est pas forcément un problème. On va pas trop penser, mais on va penser que c'est plus un problème, mais il faut qu'on y pense. Et de préférence, il faut penser à ce genre de choses avant de livrer. Voilà une autre manière de voir la non-dangerosité des logiciels. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des sandbox. On essaye d'éviter qu'un programme détruise des données. BC pouvait le faire, AVK peut lire des systèmes de fichiers et ça continue. Revenons à notre manifeste GNU. GNU AVK, c'est une version particulière de GNU et elle peut accéder au réseau. Mais il n'est pas non plus... il peut être dangereux. Ça continue. Après AVK vient Perl, c'est encore pire. Il peut eval.
Eval, c'est à peu près le pire qu'on puisse avoir dans un langage de programmation, à mon sens. Un autre exemple sont les plugins dans les navigateurs Internet. Netscape était dans ce cas. On a toujours utilisé l'utilité plutôt que la non-dangerosité. Il y avait aussi le plugin Acrobat. Tout ça, c'était vraiment de la merde. C'était toujours du code natif. Il pouvait faire tout ce que le système lui permettait de faire. Et c'était un choix conscient de la part des développeurs de browsers. J'essaye d'attirer votre attention à vous, programmeurs, qu'on ne peut pas simplement mettre quelque chose dans un programme qui s'autorise tout ce que le système lui permet de faire. Le JavaScript, c'est un peu pareil. Le JavaScript peut accéder à certains droits dans le système qui lui permettent de faire tout ce qu'il veut. Et souvent, dans les browsers, ça pose problème. Là aussi, il faut corriger en aval. On tombe toujours dans le même piège. Si vous utilisez Windows, dans Windows, il y a un outil qui s'appelle Autoruns. Sa seule fonction est de lister les plugins qui sont dans le système. En voilà un exemple. Regardez le nombre d'onglets. Tout ça sont les différentes manières dont les plugins peuvent s'insérer dans le système. Et là aussi, il y a un choix qui a été fait, qui est allé dans la mauvaise direction. Mon quotidien en termes de sécurité. Je vais voir des entreprises et je dois chercher des bugs. Et après, je leur dis les bugs, quels bugs j'ai trouvé. Et le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de bugs. Les trackers de bugs sont d'énormes banques de données contenant des bugs et eux-mêmes ont des bugs. C'est aussi une stratégie des développeurs. Si le bug n'est pas important, je pourrais le réparer plus tard. Mais du coup, ce bug, il est quand même là. Les trackers de bugs sont réellement des endroits où les données où les données se meurent, puisque les bugs restent très longtemps dans ces grosses banques de données. J'ai récemment découvert un bug dans Firefox. Son identifiant est le chiffre que vous voyez là sur la diapositive, et le chiffre est extrêmement élevé. Le premier bug que j'avais trouvé remonte à 2003. On peut voir, en regardant ces différents chiffres, que le nombre de bugs croît de manière exponentielle. Mais le bug que j'ai trouvé en 2009 a été corrigé. Quand il y a une nouvelle itération du logiciel, normalement, il faut corriger tous les bugs qui existaient avant. Voici une solution de Mozilla. Il est écrit ici, ce bug a été automatiquement résolu après une certaine période d'inactivité. En fait, ils ont simplement fermé le ticket que j'avais introduit. En fait, cela produit une cascade de comportements et de contre-comportements. Les bugs non importants ne sont jamais corrigés. Et donc tout le monde écrit que le bug qu'on a trouvé est important. Ça veut dire que les bugs importants restent aussi sans correction. Il n'y a que les bugs de sécurité qui sont prioritaires. Donc ça veut dire que tout le monde écrit que les bugs sont un problème de sécurité.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une drôle d'alliance avec une autre tendance, c'est que les entreprises ont tellement de tickets de bugs ouverts que c'est absolument impossible de tous les corriger. Et donc, la métrique qu'ils utilisent, c'est le fuzzing, et en fait, ça devient impossible, parce qu'il y a tellement de bugs. Et puis alors, il y a des bug bounty, ce que personnellement je définis comme étant une connerie de relations publiques. Les entreprises vont vous dire, regardez, notre logiciel est super parce qu'il y a tellement peu de bugs. Et en fait, c'est faux. Il y a aussi la mitigation, les bugs sont tous encore là, mais les exploits sont de plus en... Parce que les exploits sont de plus en plus chers. Il y a des effets secondaires. Petite anecdote, un jour, j'ai rencontré le type qui fait le triage des bugs d'Internet Explorer. Et ce type avait 30 ans et il avait vraiment l'air d'en avoir 60. Et il m'a dit qu'il y a tellement de bugs qu'en fait on n'arrive même pas à tous les corriger. Entre-temps, ça s'est amélioré. Microsoft... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont que des exemples ici. Dans la plupart des entreprises, c'est la même chose. On gère les bugs, mais on ne les corrige pas. Une fois, Microsoft a déclaré qu'il y avait plein de bugs, même GC. C'est du use after free. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que ils mettent des choses dans une stack et ensuite, c'est plus tard qu'il va y avoir une possibilité de réutiliser ça. Et c'est la façon dont s'occupe Microsoft. Et les gens de Chrome ont regardé ça, ils ont dit « Oh, c'est super !» Donc, c'est la façon dont l'industrie fonctionne pour l'instant. Donc, ce qu'on voit, le problème, c'est que les bugs ne sont reconnus comme problème que lorsqu'il y a un exploit. Et donc, entre-temps, c'est à peu près standard. Quand on n'a pas d'exploit, c'est pas reconnu. Et donc, il n'y a plus que les problèmes qui sont connus, et le reste, bah, c'est juste là. Voilà. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a toujours des problèmes de sécurité, sauf que personne n'a envie de s'embêter à créer un exploit, et donc, du coup, il y a plus de problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problèmes. Et il n'y a pas de développeur qui aimerait le mec qui a construit le pont de Gênes. Donc, ils vont aussi fixer au hasard, voilà. Et donc, ça fait aussi des problèmes. Et donc, moi, ce que j'en conclus, c'est que de façon réactive, de réagir sur la qualité et sur les bugs, c'est pas une bonne idée. Je dis ça depuis longtemps, mais c'est ce que j'appelle l'huile truc. Mais il y a beaucoup de logiciels et on travaille, mais on y pense, ouais, on peut livrer, le client teste, et ils vont trouver les tests, ils vont trouver les bugs et on va les régler. Donc ça, c'est donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on livre quand l'updater fonctionne. Et donc ça, et donc mon cœur de cible, c'est les développeurs et je leur demande qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut faire? C'est genre FDP. Donc non, le marché, ça n'a pas réglé le problème. Les gens achètent toujours Windows et macOS. Donc on peut essayer la version CDU, donc c'est plus centre droit. On appelle un appel à la morale. Ça fonctionne pas non plus. Et dernièrement, il y a le BSI, qui est donc l'Institut pour la sécurité informatique. Et donc, bah non, ça fonctionne pas non plus. Et directement, il y a Twitter, où on balance de la merde sur tout le monde jusqu'à ce que ça aide. Et en fait, ça donne du abandonware parce que les gens n'ont plus envie de s'en occuper. Ils disent, bah écoutez, je sais pas, moi je m'en fous. Hein. Sinon, il y a
Il y a la solution hybride de l'Église catholique qui dit que Saint-Pierre va le régler. On appelle à la morale, mais on va aussi faire des confessions. Et donc, on va essayer. Donc, comment est-ce qu'on fait ça de façon concrète? On va, on va essayer de... Est-ce qu'on peut différencier le développement exploratif du développement ciblé? Et donc, c'est donc donner du temps aux devs pour qu'ils puissent jouer. Comme ça, ils peuvent développer aussi. Parce que sinon, ils vont faire ça pendant le développement du produit et c'est de la merde. Mais je peux régler, je peux en parler, ça n'a pas encore aidé. Donc, en fait, sois innovatif dans ce que tu fais, mais pas dans la façon de faire. Une compagnie devrait être innovative, devrait faire de nouveaux produits, mais pas utiliser une base de données expérimentale, parce que bah, c'était pas fini. Donc je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas une seule cause. Donc il y en a une partie, c'est je ne le savais pas, non, je ne savais pas que c'est de la merde que j'ai importé, ou je ne sais pas comment faire mieux ça, donc je ne l'ai pas fait bien. Et il y a la deuxième chose aussi, c'est que je l'ai fait, mais donc c'était, je ne le savais pas, mais on savait qu'on ne savait pas. J'ai pas trouvé les bonnes personnes, donc je l'ai fait quand même. Voilà. Voilà. Donc je pense que c'est juste une mauvaise excuse, mais on n'a pas pu faire ça différemment, on n'a pas que des bonnes gens, donc le produit n'a pas été suffisamment bon. C'était pas de notre faute. Je trouve que c'est juste une protection, mais c'est pas. Sinon, il y a la bonne vieille incompétence. C'était ah bah non, c'était pas, on pouvait pas faire autrement. Donc au début, ça ressemble même pas à des excuses, ça ressemble à des best practices. Donc par exemple, j'en ai un dernièrement. Ouais, donc on fait des infrastructures critiques et donc on fait ça dans le cloud parce qu'on peut pas faire on peut pas avoir notre host. Et donc ouais, pourquoi? Bah parce que c'est trop cher. Je comprends pas. Donc là, on a une cascade d'excuses. Et donc maintenant, ce que j'aimerais faire, ce que je propose, c'est qu'on va définir un acteur legacy. Et donc, c'est pas est-ce que c'est mal mais plus à quel point quels sont tous les mauvais effets d'utiliser ça, d'intégrer ça dans un autre projet. Et on va développer une métrique et donc et les gens ensuite vont essayer ça va être super populaire par les porteurs de cravates parce que tout le monde va essayer de tresser. C'est comme, il y a déjà un exemple, le CVSS, qui est donc le Common Vulnerability Scoring System. Et il y a plusieurs gens qui se sont mis ensemble et qui ont essayé de définir une métrique. Et elle fonctionne dans l'industrie bien. Les gens sont vachement contents, puisque ça fonctionne comme une analyse de risque historique. Comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est facile à utiliser ou pas? Est-ce qu'il faut déjà avoir un compte? Ou est-ce que c'est via le réseau ou pas? Et qu'est-ce qu'on détruit? Est-ce qu'on peut changer l'intégrité? On peut les changer, on peut les effacer. Et donc, il y a un score qui retombe derrière. Donc ça, il nous faut ce genre de score. Mais c'est pas pour les bugs. Pour les bugs, c'est facile, mais ça a quand même des difficultés, mais c'est plus facile. Mais il nous faut ça, en fait, pour les managements ou pour les développeurs. Et ce sont deux problèmes différents. Et donc, je pense que c'est plus simple d'aller aux développeurs puisque j'ai encore jamais réussi à taper, à ce que le management fonctionne comme ça. Alors que les développeurs ont plus essayent de faire quelque chose de bien. Voilà. Donc, c'est un problème multidimensionnel. Donc ça, c'est une dimension auquel j'ai pensé. Donc, si un code, il y a toujours des problèmes, mais c'est de la recherche, en fait. On peut dire, on a trouvé 10 bugs, mais bon là, c'est quelqu'un qui n'était pas certain. Oui, effectivement, il y a quelque chose, mais on n'est pas forcément fixé tous les codes.
Et on va peut-être regarder si le reste du code est propre ou pas. C'est peut-être un petit peu, c'est pas de chance quoi. C'est peut-être le seul endroit. Donc, ce qu'il y a aussi, sinon, des essais d'analyse d'odeur du code ou de l'analyse statique, c'est ce que font beaucoup de compagnies. C'est pas forcément super, pas un gros succès. Et ils balancent 10 000 trucs, 10 000 erreurs, et ensuite on diminue la sensibilité du système jusqu'à ce qu'on puisse en parler. Et les gens regardent, et les développeurs regardent et disent ouais non c'est que du faux positif. Et ensuite c'est bon, c'est fini. On laisse continuer, mais personne s'en occupe en fait, mais personne ne fait rien. Et donc je pense que c'est une dimension assez importante, mais on ne peut pas vraiment la lier à cette métrique. Et je ne sais pas comment faire du coup. Voilà, quelques exemples. J'essaie toujours d'avoir des exemples. Ça illustre mieux. Extrema, Qmail et Sendmail, c'est un bon exemple. Ce sont tous les deux des MTA. Qmail a été fait avec l'objectif d'être un logiciel sûr et le logiciel est construit de la telle manière. Et là on voit, encore jusqu'à aujourd'hui, ça existe depuis 93, ça a été jusque la version 1.3, puis aucun patch n'a été publié. Mais je l'utilise encore aujourd'hui parce qu'il n'y a jamais de problème. C'est un logiciel qui est réellement terminé. D'un autre côté, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. Voilà le spectre sur lequel on se trouve. D'un côté, il y a un tas de vieux codes que personne ne veut renouveler parce que il n'est pas payé, et la plupart des gens qui étaient payés ou qui auraient pu l'être en sont partis. Deuxième dimension, il y a encore du maintien. Dans l'open source, c'est bien visible. Parfois, c'est moins le cas parce que les patchs arrivent plus tard, c'est un petit peu plus espacé. On ne sait pas non plus comment est-ce qu'on peut l'estimer et le noter. Parfois, le software est juste merdique, parfois il est terminé. C'est très rare, mais il y a des exemples. Tekis va dans ce sens-là, un software de Donald Knuth. Il est terminé. Parfois, il y a encore des petits patchs. Mais vraiment, en règle générale, il est terminé. LibJPEG est pareil. Ça a été fait par le groupe, par le Independent JPEG Group. Il n'y a pas de faille de sécurité. Et il n'est pas renouvelé. C'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est un très bon logiciel, tout de même. Et si le software n'est jamais mis à jour, ça peut être une mauvaise chose. J'ai un client qui utilise un soft qui est sur GitHub et parfois il y a 5 patchs à la suite. En fait, le truc c'est qu'il y a suffisamment de versions que tu peux pas dire est-ce que mon logiciel est propre ou pas. Simplement parce que jusqu'à ce que j'ai fini mon analyse, il y a 29 nouvelles versions. Donc ça fonctionne pas. Sinon, la troisième, c'est le problème des dépendances, que tout le monde connaît. Donc, surtout en JavaScript, c'est un gros problème qui sont déjà bien plantés. Donc, quelqu'un a appelé un module où quelqu'un s'est aperçu que sur les dépendances transitives, c'était un peu partout en fait. Et lorsque je charge une dépendance et que ça a soi-même une dépendance, voilà, faut que tu comptes aussi ces dépendances. Et donc, il y a aussi notre Cloud Lock-in, où on ne voit même pas les dépendances. Elles sont complètement en dehors du contrôle. C'est une pipeline. Et ça va réduire, ça résout de façon complètement automatique sur tout l'Internet. Et sinon, l'autre extrême, c'est Qmail qui n'a strictement aucune dépendance.
à part le C et tu as besoin d'un compilateur C et c'est tout. Là aussi, c'est un spectre. Il y a plusieurs dimensions, on continue. La qualité du code, c'est un petit peu comme la sécurité, mais je voudrais bien le généraliser tout de même. Il y a une grosse corrélation entre le nombre de bugs et la mauvaise sécurité. Tous les problèmes de sécurité sont aussi un bug. S'il y a des bugs inconnus que personne n'a trouvés, c'est un problème de sécurité. C'est un bon signe pour nous dire que il y a de gros problèmes de sécurité. Comme je l'ai dit, la tendance va vers les statistiques en termes de sécurité. Et qu'est-ce que je peux faire s'il y a